Hello tout le monde, on revient pour une nouvelle vidéo. Désolé pour l'absence de 2 mois. J'avais pas mal de trucs à gérer, dont l'écriture d'un roman à terminer. Je vous en parlerai en détail quand il sortira. Mais donc on revient, là maintenant je suis un peu plus libre pour la fin des vacances d'été. Donc on revient pour parler d'un nouveau manga qui se trouve ici et qui s'appelle Parasite amoureux. Donc Parasite amoureux, c'est un manga en 3 tomes qui a mis du temps à être publié en entier en France parce que le premier tome, là, qui est tout à gauche, était sorti avant la pandémie, le Covid, le confinement, tout ça. Et les 2 et 3 sont sortis bien après. Ils ont laissé passer toute la crise, donc il y a presque eu, je crois, presque un an, je crois, entre le un et le 2. Mais ça y est, on a les 3 qui sont sortis. Et ces 3 mangas qui sont adaptés d'un roman que j'ai également, qui est ici. Donc on va parler un petit peu de ça, du côté adaptation. Et c'est sorti chez Moonlight. Moonlight, c'est une nouvelle collection qui est gérée par Delcourt, donc Tonkam. Enfin, c'est que Delcourt. Je crois que le terme Tonkam n'apparaît nulle part dans l'ouvrage. Mais donc, c'est une collection qui se concentre pour l'instant sur les mangas et les romans d'un auteur qui s'appelle Sugaru, ou Shugaru, je ne sais pas exactement, Sugaru Miyaki, qui est l'auteur du roman initial. Et pour l'instant, donc Moonlight publie à la fois les romans et les adaptations en manga des œuvres de Miyaki. Donc Parasite amoureux c'en est un. Il y a aussi, voilà, vous les voyez là, Derrière le ciel gris et Le prix du reste de ma vie. J'imagine qu'il y aura d'autres titres à l'avenir, je sais pas. Je sais pas trop si ça a eu du succès, ces différents titres. Moi, j'ai lu que Parasite amoureux pour l'instant, qui est une œuvre que j'ai beaucoup aimée, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, qui est passée un peu inaperçue. J'ai pas eu l'impression que ça en a trop parlé. Et alors, je préviens tout de suite, et ça va être un des thèmes de la vidéo, je vais pas mal spoiler parce qu'il y a un aspect, il y a quelque chose qui mérite d'être spoilé dans ce manga, ou dans ce roman, on verra. Et donc, je commence tout de suite en parlant de ça, du spoil. C'est quelque chose qui m'a été reproché dans une vidéo ou deux de spoiler un peu les histoires. Alors, même si je crois, je n'ai jamais raconté la fin des mangas, mais c'est vrai que je pars du principe que si vous venez voir une vidéo sur un titre, une vidéo assez longue, en plus les miennes font souvent 20 minutes, vous savez en fait que ça va parler de l'histoire, que oui, je vais révéler certaines choses, et j'estime que vous y attendez en fait. Alors peut-être que j'ai tort, mais en même temps, ça me paraît très compliqué en fait de parler un petit peu en détail d'une œuvre sans dire ce qu'elle contient. Et de manière générale, j'avoue que j'ai un peu de problème avec la sacralisation du spoiler qui a lieu ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps, ça a peut-être toujours été le cas, mais notamment sur les séries télé, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est un crime énorme, c'est un blasphème absolu de spoiler quelque chose. Mais il faut qu'on s'entende sur spoiler. Évidemment, je vais pas vous raconter la toute fin, comment se termine telle ou telle histoire. Mais si on veut parler un petit peu en détail, un peu analyser une histoire, une œuvre, quelque chose, un livre, ben, il faut en parler, quoi. Donc oui, considérez que toutes mes vidéos, celles-ci y compris, vous exposent à un risque de spoiler. Donc si vraiment vous ne voulez rien savoir d'une œuvre, ben, à la rigueur, vous lisez juste la quatrième de couverture, mais qui peut déjà être considéré comme un spoiler, hein, si on va par là. Et ne regardez pas mes vidéos, quoi. Je ne peux vous dire que ça. Je vais spoiler régulièrement dans cette vidéo, dans d'autres vidéos. Voilà. Ce dessin peut déjà être considéré comme un spoil, alors qu'on est au tome 1, vous voyez, on est au début. Et pourtant, ça nous dit déjà des choses que ne nous dit pas le résumé. Parasite amoureux, donc comme je dis, je vais spoiler, je vais raconter l'histoire. C'est l'histoire Au départ, on est concentré sur 2 personnages, enfin, pas qu'au départ, dans toute l'œuvre. 2 personnages dont j'ai évidemment oublié les noms. Kosaka, voilà. Kosaka et Sanagi. Kosaka, c'est un mec entre 20 et 25 ans, voilà, c'est lui, qui est chômeur et qui est atteint de misophobie, je crois que c'est le terme. C'est-à-dire qu'il a très très peur de tout ce qui est virus, saleté, infection. Il nettoie son appartement 10 fois par jour, il n'ose pas sortir de peur de toucher les choses, il porte toujours un masque, des gants en latex. Il a très très peur de la saleté. Voilà, c'est un maniaque, mais un maniaque maladif de la propreté. Et Sanagi, elle, c'est une adolescente un peu plus jeune que lui, qui a 17 ans, je crois, qui est au lycée, et qui, elle, a aussi un problème psychologique qui est elle n'arrive pas à affronter le regard des autres. Dès qu'elle sort, en fait, elle a l'impression que tout le monde la regarde fixement, et tout le monde est focalisé sur elle, ce qui est absolument pas le cas.
Et donc, pareil, elle a beaucoup de mal à sortir parce que ça pèse énormément sur sa psychologie. Elle est très, très revêche. Elle s'enferme un peu dans son monde. Elle a tout le temps un gros casque pour écouter de la musique. Elle s'éteint les cheveux. Elle a un look un peu particulier qui est un peu une méthode pour se protéger justement de cette impression de regard des autres. Et ces deux personnages qui se connaissent pas du tout au départ, qui n'ont pas spécialement envie de se connaître, sont mis en relation un peu de force par un troisième personnage, celui-là, l'homme plus âgé que vous voyez ici, qui vient voir Kosaka et qui lui... En fait, Kosaka occupe son temps chez lui dans son appartement totalement désinfecté, occupe son temps à créer des virus informatiques, un petit peu en hobby. Il n'y a pas vraiment de but derrière ça. Mais récemment, il en a créé un qui potentiellement est très dangereux, enfin très, très puissant, qui peut immobiliser le système de télécommunication. Et l'homme qui débarque chez lui en pleine nuit, sorti de nulle part, lui fait un chantage, en fait, lui dit qu'il est au courant pour son virus et que s'il ne veut pas que le virus soit dévoilé aux autorités, il doit lui rendre un service, et le service, c'est d'aller se rapprocher de Sanagi, donc de l'adolescente dont je vous parlais, et de devenir son ami. Voilà. Il ne sait pas pourquoi on lui demande ça, mais c'est sa mission s'il ne veut pas avoir de problème avec la police. Donc il accepte, il n'a pas trop le choix, et petit à petit, ils vont se rapprocher jusqu'à, comme vous voyez, presque s'embrasser à travers un masque. C'est une image très, très 2021. Et voilà, donc le départ, c'est ça. Et c'est un rapprochement sur le premier tome, très émotionnel, où en fait on voit deux personnes ultra dysfonctionnelles dans la société réussir petit à petit à s'entraider pour devenir plus fonctionnels. En fait, ils se donnent des petits défis l'un l'autre pour réussir à combattre leur phobie, pour réussir à se confronter au monde. Sanagi au regard des autres, Kosaka à la saleté, entre guillemets. Voilà, ils se rapprochent, ils parlent beaucoup. Le rapprochement est très, très subtil, très fin, ça prend du temps. Là, il y a le premier contact physique que vous voyez. Kosaka a très peur du contact physique aux autres. Et voilà, le rapprochement est très fin, très bien fait. Il y a une vraie... il y a une vraie subtilité dans la manière dont ces deux personnages vont devenir amis. Et donc, à la fin du premier tome, on peut se dire qu'on est sur un récit qui va mener peut-être à une histoire d'amour, ou en tout cas un développement émotionnel entre les deux personnages qui vont s'aider pour aller mieux. Ça, c'est le premier tome, et c'est là qu'on arrive au spoiler, c'est qu'à la toute fin du premier tome, mais vraiment la toute fin, vous voyez, dans les toutes dernières pages, il y a une révélation qui change complètement la nature du récit, puisqu'on apprend qu'en fait leurs phobies à tous les deux sont provoquées par un parasite qu'ils ont dans le cerveau et qui les pousse à des comportements très étranges, et que ce parasite en fait serait à l'origine de pas mal de phobies, pas toutes, mais en tout cas pas mal de phobies dans l'espèce humaine, et qu'il y a une étude médicale un peu secrète en cours sur ce parasite, et que c'est ça le fond du travail qu'on a donné à Kosaka de se rapprocher de Sanagi. C'est pour étudier ce qui va se passer quand on met en contact deux personnes infectées par le parasite. Et donc, en fait, le 2 et le 3 des mangas se concentrent plus sur... Il y a toujours l'histoire entre Sanagi et Kosaka, mais ça se concentre sur la relation au parasite. Qu'est-ce qui est réellement... Parce qu'en gros, l'hypothèse des médecins, c'est que les parasites cherchent à se reproduire, et que pour ça, ils ont besoin de se mélanger à un autre parasite, et donc qui force, entre guillemets, des humains à tomber amoureux pas pour les émotions réelles humaines, mais pour faire se mélanger deux parasites. Et donc voilà, que l'amour, entre guillemets, qui était en train de naître entre Kosaka et Sanagi, est peut-être en fait une vue de l'esprit, ou en tout cas un sentiment qui est provoqué par le parasite pour sa reproduction, donc qui ne serait pas une véritable émotion qui viendrait d'eux. Donc ça pose les questions de est-ce que leur amour est véritable, et qu'est-ce qui va se passer quand on va leur retirer le parasite, parce que le but est quand même de leur retirer le parasite, et de ce qui les sauverait de leur phobie, mais ce qui les empêcherait aussi de continuer à être amoureux. Voilà, ça raconte ça. Donc il y a vraiment un twist de genre en plein milieu, où on passe d'un récit émotionnel, intimiste, assez sensible, assez doux, assez lent,
à quelque chose de scientifique, entre guillemets, beaucoup plus tragique, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, là, comme vous venez de le voir sur un des dessins, il y a beaucoup d'histoires de suicide. En fait, les anciens patients qui ont été étudiés, qui avaient déjà ce parasite, ont presque tous fini par se suicider ou de manière un peu inexplicable, comme si, une fois qu'on leur retirait le parasite, ils perdaient un peu goût à la vie. Donc, je vous en dis pas trop, il y a les explications à tout ça à la fin, mais voilà, c'est une histoire qui change de genre en plein milieu, tout en poursuivant jusqu'au bout le rapprochement entre Sanagi et Kosaka. Hein. Ça reste le fil rouge du manga, mais de manière de plus en plus, j'allais dire mystérieuse, pas mystérieuse, mais de plus en plus incertaine, puisqu'on ne sait pas exactement d'où viennent leurs émotions. Est-ce qu'elles sont sincères ou non? Eux-mêmes se posent les questions. Voilà, donc ça parle un peu de tout ça. Ça m'a fait penser ce changement de twist, pardon, on va dire ce twist de milieu de récit, ce changement de genre, à des films d'un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est un cinéaste français qui s'appelle Pascal Laugier. Pascal Laugier, qui est un cinéaste qui a notamment fait Ghostland, c'est son dernier film en date, et le peut-être célèbre, en tout cas un peu culte, Martyr, qui sont des films d'horreur très violents, très durs à regarder, notamment Martyr. Ghostland est un peu plus, j'allais dire grand public, il n'est pas du tout grand public, mais il est un peu plus, si vous êtes OK avec les films d'horreur, il peut être regardé. C'est un film, on va dire, de serial killer, on va dire, de home invasion, plutôt. Là où Martyr est un film très très dur à regarder, même quand vous êtes familier des films d'horreur. C'est un film qui avait été interdit aux moins de 18 ans. Il y a très peu de films interdits aux moins de 18 ans, à part les films pornographiques. Et moi, c'est un réalisateur que j'aime énormément, notamment ces deux films-là. Il a fait quelques autres films aussi, mais moi, c'est surtout ces deux-là que j'aime, que je vous conseille énormément. Je ne vais pas vous montrer d'images supplémentaires, parce que, comme je vous dis, c'est des films un peu durs, mais qui sont pareils dans ces deux films-là. C'est pas le cas dans ces autres films, je crois, mais dans ces deux-là, il y a un changement, on va dire un twist de milieu de récit. On est habitué aux twists de fin avec les films de Shyamalan et compagnie, mais les twists de milieu de récit qui vont changer le genre. Notamment Martyr, c'est un très bon exemple, où on passe d'un début de film qui part sur une piste bien précise, où il y a beaucoup d'éléments qui nous mènent à cette piste, et il y a un moment, un retournement de situation au bout de, je sais pas, 25 minutes, 30 minutes dans le film. Il y a un gros retournement de situation qui nous fait comprendre qu'en fait, on s'est trompé sur la nature du film. Je dis n'importe quoi, c'est pas ça, mais j'essaye de pas trop vous en dire sur le film. Mais c'est comme si ça partait comme un film de science-fiction et qu'on se rendait compte à un moment qu'en fait, depuis le début, c'était un film de fantasy, par exemple. L'exemple est un peu bizarre, mais voilà, c'est ce genre de twist. Et Parasite amoureux est un autre exemple de ça, où, comme je vous disais, on part d'une histoire d'amour qui pourrait presque être un prémisse de shoujo. Vous voyez, la rencontre entre un homme et une femme, un amour balbutiant, un petit peu compliqué, puis ils se rapprochent, tout ça, et qui part ensuite sur un manga beaucoup plus médical, presque conspirationniste, qui parle beaucoup de parasites. Il y a une grosse donnée sur la biologie, sur l'étude des parasites, ça revient beaucoup dans le manga. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce changement-là. Je sais, pour avoir lu des articles de blog sur Instagram, tout ça, que ça n'a pas plu à tout le monde, que beaucoup de gens ont été surpris d'une mauvaise façon par ce twist, de ce retournement de situation à la fin du premier volume, et auraient aimé en fait que le récit reste un récit un peu plus émo, voilà. Ce que je peux comprendre aussi, parce que c'était très agréable, hein, le premier tome aussi, mais ben, c'est pas ça, la nature de ce manga n'est pas celle-là. Donc, il faut l'aimer ou ne pas l'aimer pour ce qu'il est, quoi. Mais en tout cas, il y a ce twist qui arrive, voilà, et qui change un petit peu qui change la tonalité du 2 et du 3. Pour conclure la vidéo, donc comme je vous dis, moi j'ai lu le roman également. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de manga qui était adapté de romans. D'habitude, j'avais pas lu les romans. Cette fois, je l'ai lu. Il est très chouette aussi. Alors, j'ai une petite réserve sur la traduction. En fait, je sais pas si c'est l'écriture originelle ou la traduction, mais je trouve que le style est pas fou. C'est bien écrit, mais il y a pas mal de répétitions, de choses comme ça. Vraiment, je parle purement du style d'écriture, hein, je parle pas de la structure ou quoi. Mais c'est très agréable à lire aussi, ça se lit très vite. Même s'il est... Non, il est pas si long, il doit faire... tac, tac, ouais, il fait 280 pages. C'est pas très long, mais ça se lit, je l'ai lu en 2 jours. C'est marrant, parce que donc, c'est vraiment la même histoire, hein. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le manga et le roman. Mais la structure, on va dire la temporalité de la structure n'est pas la même, dans le sens où justement, dans le roman,
ce que je vous dis, ce qui précède le twist, le côté purement émotionnel, où on ne nous parle pas encore vraiment de parasites, est plus long dans le roman. C'est peut-être la moitié du roman, là où dans le manga, c'est que le premier tiers, quoi, comme je vous disais. Donc c'est intéressant à voir ce petit changement-là. Mais sinon, c'est vraiment la même histoire. C'est bien écrit. Si vous préférez lire des romans à des mangas, d'une part, je ne sais pas trop ce que vous faites sur ma chaîne, mais si c'est le cas, vous pouvez lire le roman, vous aurez la même histoire, avec le même traitement émotionnel. Après, je trouve que le dessin du manga est vraiment chouette, assez simple, hein, comme vous voyez. On est à la limite du shoujo sur certains aspects, sans y être vraiment. C'est un entre-deux, moi, que j'aime beaucoup. Tout se passe en hiver, il y a de la neige partout, ça fait des paysages très chouettes à voir. On est autour de la période de Noël, en fait. Il y a une petite importance de la période de Noël dans le récit. Vous verrez ça. Mais c'est très chouette. Il y a un traitement du noir, notamment dans le 2, parce qu'il y a un moment où il se retrouve enfermé dans un comment appeler ça, un container de chantier un petit peu. Donc il y a toute une scène qui se passe dans le noir, juste éclairée avec un briquet, qui est assez chouette aussi. Donc le dessin apporte quand même quelque chose au récit, je trouve. Le fait vivre, incarne beaucoup les personnages. Moi j'ai beaucoup aimé le dessin, je ne l'ai pas dit, excusez-moi. Il est de Yuki Otate, sur un scénario de, comme je disais, Sugaru Miyake, le romancier. Et, euh, et donc voilà, moi je pense que dans l'absolu, j'ai préféré la version manga, parce que j'aime le dessin et parce que je trouve le rythme peut-être plus... y a des sauts de rythme dans le manga qui m'ont paru plus dynamiques. J'ai été plus pris dans l'histoire, là où dans le roman, c'est un peu plus linéaire, ce qui est aussi une autre façon de faire, hein, mais qui... Ouais, c'est un peu plus linéaire. Le manga est plus... y a un peu plus d'aventure, si je puis dire, même si l'histoire est la même. Il y a un petit côté, ça va plus vite, il y a plus de rebondissements dans la mise en scène, hein. Vraiment dans la mise en scène, hein, pas dans l'histoire. L'histoire est vraiment la même. Voilà, donc comme c'est un manga qui était passé un petit peu inaperçu, j'avais l'impression, je voulais vous en parler. Les 3 tomes sont trouvables en librairie en ce moment. Comme je crois que ça n'a pas trop marché, si vous intéresse peut-être, traînez pas trop. Je suis pas sûr qu'il soit réimprimé par la suite, je ne sais pas. Et la collection Moonlight, donc de Delcourt, qui se concentre pour l'instant sur les romans de Sugaru Miyake, compte quelques autres titres. Je ne sais pas du tout si elle est destinée à s'étendre à l'avenir. J'espère, c'est peut-être un moyen de découvrir des titres un petit peu différents. Voilà, je ne sais pas, restez branchés sur l'actualité de cette collection. En tout cas, Parasite amoureux est très chouette et plaira, je pense, à plein de lecteurs différents. C'est-à-dire, les lecteurs qui sont très shoujo peuvent trouver leur compte, les lecteurs de seinen aussi, les lecteurs de mangas un peu médicaux, un peu conspirationnistes, tout ça est dedans. C'est très chouette. Et voilà. Dernier truc, dernier point important sur le manga, il y a une différence d'âge entre les deux personnages. Le mec est j'ai encore Kosaka. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec les noms. Kosaka est plus âgé que hey, que Sanagi. Merci la 4e de couve. Kosaka est plus âgé que Sanagi. Et ce qui est un trope, un cliché très très présent dans les mangas, mais de manière générale dans les histoires, un peu dans les romances, on va dire, qu'elles soient manga ou pas. Et là, c'est intéressant parce que justement, le fait qu'il soit plus âgé est ouvertement abordé dans le manga et est abordé comme quelque chose d'anormal. Et ça participe au fait qu'ils se mettent à douter de la sincérité de leur attirance l'un pour l'autre et à se dire que c'est probablement l'œuvre du parasite parce que la différence d'âge justifierait qu'ils ne soient pas attirés l'un par l'autre, en fait. Donc, pour une fois, on a le problème qui est abordé de front et c'est pas du tout traité comme quelque chose de normal qu'un mec de 23 ans soit attiré par une fille de 17. J'ai trouvé ça assez chouette aussi que ce soit abordé ouvertement. Voilà, je vous laisse là-dessus. Comme je disais, là, j'ai terminé d'écrire un nouveau roman, je l'ai envoyé à mon éditeur. Donc, j'ai un peu plus de temps, là, j'ai envie de ne pas faire grand-chose du reste de mon été. Donc, je pense que je vais refaire quelques vidéos. Je ne sais pas encore exactement à quel rythme ni sur quel titre, mais en tout cas, dans les jours à venir, vous allez me revoir un petit peu. Voilà, je vous remercie d'être toujours abonné à cette chaîne, d'être même encore plus nombreux que lors de la dernière vidéo il y a 2 mois. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!